Bernard Maris est mort dans l'ignoble attentat qui a eu lieu le 7 janvier contre Charlie Hebdo. J'avais eu la chance de le rencontrer il y a quelque temps à Paris, une rencontre avec un homme attachant, chaleureux, subtil, passionnant. J'avais choisi de le rencontrer parce qu'il avait écrit, dans un numéro spécial de Charlie Hebdo consacré à la laïcité, un superbe éditorial, La laïcité ou la fraternité anonyme. Bernard Maris, économiste, membre actif de Charlie Hebdo, nous a raconté, nous a entretenu de sa vision de la laïcité, de l'économie, de l'art. Je vous propose de passer quelques moments avec Bernard Maris. Bernard Maris, grand merci à vous de nous accueillir chez vous, ici à Paris. Le premier sujet que je voulais aborder avec vous est la question de la laïcité, parce que j'ai lu l'éditorial que vous aviez écrit dans un numéro spécial de Charlie Hebdo sur la laïcité, qui m'avait fort frappé, et vous écrivez « Les temps sont durs pour la laïcité, non à cause du retour du religieux, mais à cause de l'effondrement du social ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors on peut croire que la laïcité est l'ennemi de la religion ou des religions, mais en fait la laïcité est tolérante vis-à-vis des religions a priori. Donc, et la laïcité, c'est un besoin de fraternité, c'est-à-dire un besoin de considérer les autres de façon égale. Et malheureusement, la crise économique, le développement des inégalités, la hiérarchisation des revenus font que ce sentiment de fraternité et d'égalité se délite dans la société. Ce qui fait que l'ennemi de la laïcité, à mon avis, c'est pas tellement le religieux en ce moment, puisque les religions, surtout en France, depuis la loi de 1905, ont toujours fait bon ménage avec l'esprit laïque français. C'est plutôt l'effondrement social et le fait que l'accroissement des inégalités crée des antagonismes, des haines, des refus de l'autre. Tout ça qui peut se traduire d'ailleurs aussi par un retour vers le religieux extrémiste, c'est possible, mais ce n'est pas a priori la religion qui est l'ennemi de la laïcité. C'est le repli sur soi, dites-vous? C'est le communautarisme? Voilà, c'est plutôt le fait que lorsque je suis dans la difficulté, lorsque je suis dans le malheur économique, eh bien, les tendances altruistes et fraternelles ne se font pas et ne vont pas bien. La laïcité, ça a été inventé pour arriver à fusionner ces deux choses un peu incompatibles que sont l'égalité et la liberté. Et la liberté donne beaucoup d'inégalités et l'égalité est parfois un ennemi de la liberté. Et donc, c'est pour cette raison que le révolutionnaire français et ensuite les laïcs ont inventé la fraternité qui est vraiment le mot d'ordre essentiel de la laïcité. Et c'est vrai que dans les conditions difficiles, eh bien, l'altruisme disparaît. Vous avez intitulé votre édito « La laïcité ou la fraternité anonyme » et vous écrivez « Inventer la fraternité anonyme, voilà le rêve laïque ». C'est exactement le rêve laïque. C'est-à-dire que on connaît le rêve chrétien, qui est de tendre l'autre joue lorsque l'ennemi me frappe, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire et totalement impossible, disait Freud. Lorsque je me fais frapper, j'ai plutôt envie de frapper. Bon, mais c'est vrai que c'est un rêve absolu, le rêve chrétien, et les socialistes qui ont un peu inventé, les francs-maçons qui ont un peu inventé la laïcité, n'avaient pas de rêve chrétien à leur disposition. Donc ils ont inventé une sorte de fraternité laïque, enfin indépendante de la religion, qui se traduit dans l'altruisme, dans le désir d'aider l'autre, qui existe profondément dans la nature humaine. Autant la nature humaine a un penchant égoïste, violent, très fort, autant elle a aussi un penchant altruiste. Là, chaque fois que vous avez un type qui se noie, vous avez toujours un brave type qui va se précipiter pour essayer de le sauver. C'est bizarre, quoi. C'est comme ça. Bon. Donc le fait que l'altruisme, c'est quelque chose de... Darwin disait que c'est par l'altruisme que l'espèce humaine est devenue supérieure aux autres. C'est grâce à l'altruisme qui est inscrit dans notre génétique que nous sommes devenus une espèce totalement supérieure aux autres et que nous ignorons justement la loi de la jungle, cette loi de la jungle dont les libéraux voudraient faire un paradigme qui n'existe pas. Bon. Et donc la laïcité est fondée sur ce besoin d'altruisme et ce désir d'altruisme, sur cette fraternité. Et c'est exactement la laïcité, c'est la fraternité de tout le monde, la fraternité anonyme.
Et je dirais même plus que cette fraternité anonyme, elle existe dans le peuple. C'est ce que Orwell appelait la common decency. Hein. Eh bien, cette common decency, elle contient une part de fraternité et d'altruisme qui fait qu'on a envie d'aider l'autre, a priori, quoi. Vous êtes aussi un économiste et vous avez écrit beaucoup de livres d'économie, dont deux très passionnants anti-manuels d'économie. Et j'ai pris un petit chapitre qui s'appelle « La religion est-elle soluble dans le capitalisme ?» Et vous commencez ce chapitre en écrivant « Le capitalisme a-t-il vocation à absorber toute métaphysique, toute religion, toute foi, toute superstition, jusqu'à devenir la superstition suprême ?» Et vous répondez en dessous « Oui ». Oui, c'est vrai. C'est ça, alors, ce que notre écrivain Viviane Forester avait appelé l'horreur économique, c'est-à-dire le fait que la relation marchande a tendance à se substituer à toute autre relation et à absorber tout autre type de relation et à détester. La relation marchande ne supporte pas qu'il y ait des relations qui ne soient pas marchandes, des relations d'affection, d'amour, d'amitié, de hiérarchie, d'adoubement, de vassalité, d'honneur. Toutes ces relations sont des relations qui sont insupportables pour la relation marchande, qui est une fausse relation d'égalité qui passe par l'argent. Là, il y a une belle phrase de Simmel qui dit c'est que l'argent, c'est ce qui permet de ne pas regarder les autres dans les yeux. Or, justement, l'humanité est faite pour regarder les autres dans les yeux. Et profondément, nous sommes humains, nous, des animaux qui regardons les autres dans les yeux et qui avons quelque chose à leur dire en les regardant dans les yeux. Et ça, le marché ne supporte pas, parce qu'il faut qu'il y ait dans la relation, qui est une relation, on va dire, d'affection, eh bien, il faudrait la couper par le mur de l'argent, par l'intermédiaire de l'argent. Vous êtes très inquiet alors sur l'évolution du capitalisme aujourd'hui, sur la marchandisation, je dirais, de la réification, la transformation de toute valeur d'usage. L'hyper-narcissisme, l'hyper-individualisation et le fait que tout le progrès technique va vers l'hyper-narcissisme et l'hyper-individualisation. Et la solitude absolue que provoque ce type de société, qui est une société d'une dureté impitoyable. Le marché est une société extrêmement dure, qui offre beaucoup de jouets aux jeunes gens. On les voit tous pianoter dans le métro, sur leur smartphone, bon, dans leur isolement, dans leur bulle, en train avec des jouets. C'est vraiment un stade infantile, hein, le capitalisme. C'est un stade extrêmement infantile. Ce n'est pas une société mature, la société capitalisme, puisqu'elle surfe sur le besoin infini et qui est renouvelé de façon permanente. Donc c'est vrai que cette marchandisation perpétuelle de tout ce qui peut exister, le fait que, bon, on offre désormais à des enfants des smartphones de plus en plus tôt, l'argent de poche, toutes ces choses-là, qui fait qu'on détruit du lien social, c'est quelque chose de très pernicieux et à terme de très dangereux et de très violent. Porteur d'une grande violence et assez suicidaire. Je pense que cette société qui détruit systématiquement l'altruisme, la coopération, la fraternité, cette société est extrêmement suicidaire, oui. Vous avez écrit avec Gilles Dostaler « Capitalisme et pulsion de mort ». En quoi Freud et la psychanalyse, qui est tant décriée par ailleurs dans les sciences humaines actuellement, en quoi Freud peut nous aider à mieux comprendre cette société capitaliste qui ne cesse de se développer? Alors, il y a un très bel ouvrage de Freud qui s'appelle « Malaise dans la civilisation » ou « Malaise dans la culture » selon les traductions, qui est un peu une histoire de nos sociétés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Freud a été introduit en Angleterre par Keynes et par ses amis de Bloomsbury, puisque c'est Lytton Strachey qui avait un frère qui s'était fait analyser par Freud, qui avait fait découvrir, dont Freud avait été l'amant, qui avait fait découvrir Freud à Keynes, et puis ce sont les Wolff qui ont édité les premières, qui ont traduit, et qui ont ensuite édité Freud en Grande-Bretagne. Donc Keynes était un très très grand lecteur de Freud, un très grand lecteur de Freud. Et quand il était journaliste, il a même fait des numéros, des suppléments, sur Freud sous des pseudonymes, mais en fait il a écrit sur Freud. Et donc on ne peut pas comprendre l'œuvre de Keynes si on ne sait pas qu'il a lu Freud et qu'il a été très très imprégné de Freud. Lorsqu'il parle par exemple de dépression économique, eh bien, il fait référence au terme de dépression. Alors Freud nous aide beaucoup et a beaucoup aidé Keynes à comprendre deux choses. La première chose, c'est le caractère infantile du capitalisme, le fait que ça ne s'arrêtera jamais.
Ça ne peut pas s'arrêter. Il n'y a jamais de saturation. Il y aura toujours de nouveaux besoins, puisqu'on crée sans arrêt de nouveaux besoins par des objets jetables, par la destruction créatrice, par l'envie qui fait qu'on est l'envie qui est la croix des envieux, hein, qui fait qu'on a toujours envie d'autre chose, tout ça. Donc c'est un processus qui ne peut jamais s'arrêter. Et deuxièmement, c'est un processus mortifère. C'est pour ça que Keynes utilisait le mythe du roi Midas qui, à force de désirer de l'or, finissait par mourir puisque tout ce qu'il touchait se transformait en or et finalement il mourait. Hein. C'est un peu la fable des Indiens, ce que les Indiens d'Amérique disaient aux Américains qui les colonisaient, disaient bon, que lorsque vous aurez tout vendu, vous vous rendrez compte qu'on ne peut pas vendre ce qu'on mange, que finalement la terre, ce que vous aurez vendu toute la terre, vous vous rendez compte que vous aurez perdu tout ce qui vous nourrit et ce qui vous fait exister. Alors Freud, ce qu'il dit très bien, c'est que la pulsion de mort, elle est combattue chez nous par l'éducation, par la société, par la culture, par la technique, qui est l'une des premières formes de la culture. Mais plus on combat cette pulsion de mort par la technique notamment, et par la culture, plus on la refoule et plus elle a tendance à exploser. Ce qui fait qu'on a tendance à empiler de plus en plus de couches, si je puis dire, de techniques et de civilisation pour brider cette pulsion de mort, qui fait que l'humanité est condamnée à croître infiniment dans la technique, dans l'accumulation, pour brider infiniment sa pulsion de mort, jusqu'à ce que cette pulsion de mort se retourne malheureusement contre elle-même, et qu'elle arrive à détruire ce qu'elle est, c'est-à-dire la vie. Vous voulez dire par là, il y a un chapitre dans votre Anti-manuel d'économie 2, un petit peu sur la décroissance, sur Georgescu Roegen. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, la limite, ce n'est plus l'homme, la limite, c'est peut-être la biosphère, les écosystèmes. Oui, c'est peut-être ça qui sera la limite, je dirais, de... Ce qu'on a pressenti depuis longtemps, ce qu'avait pressenti Malthus. Malthus avait déjà pressenti ça. Il avait pressenti qu'à terme, la Terre serait un immense bidonville où les gens survivent très peu, il y aurait très très peu de riches. Ce que Houellebecq dit dans La possibilité d'une île, dans son roman. C'est un roman magnifique qui est une métaphore de Malthus. Il y aurait très très peu de riches et puis une infinité de gens extrêmement pauvres qui seraient en train de se battre, qui auraient très très peu de choses pour vivre. Donc le fait que le mythe capitaliste, c'est de dire la productivité sera telle qu'on arrivera toujours à dépasser la rareté. La rareté n'existe pas. Nous irons vers l'abondance par la productivité. C'est l'inverse qui se produit. En fait, nous sommes en train de raréfier le monde, nous sommes en train de creuser notre tombe, en rendant les ressources de plus en plus rares, et nous avons beau lutter contre le temps, c'est vrai que nous allongeons un petit peu notre espérance de vie, mais à terme, nous allons réduire cette espérance de vie, et nous allons finir par mourir. Ce que d'autres ont dit, Lévi-Strauss aussi est très pessimiste là-dessus, il dit le fait que la promiscuité, l'étouffement feront que les hommes ne se supporteront plus. Et donc il y aura un déchaînement de violence, qu'on retrouvera les vieux fléaux malthusiens qui étaient la guerre et la maladie, qui faisaient disparaître l'humanité. Donc c'est vrai que l'humanité n'est pas raisonnable, parce qu'elle le voit, ça, elle le pressent. Hein. Ce qui me frappe, c'est cette lucidité aveugle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que nous sommes absolument lucides, en même temps, nous ne voulons pas voir ce que nous voyons. Et nous ne voulons pas, au fond, nous arrêter. Nous n'y croyons pas vraiment. Nous le savons, mais nous n'y croyons pas. C'est la formule de Jean-Pierre Dupuy. Nous ne croyons pas à ce que nous savons. Je suis entièrement d'accord avec Dupuy là-dessus. Et donc, nous fermons les yeux et nous nous lançons toujours dans cette accumulation qui fait que nous courons à notre perte. Nous sommes un peu le Titanic qui avance, là, hein. Et en quoi Keynes aujourd'hui, et Marx aussi, puisque vous avez écrit un livre sur que Marx nous a abandonnés, en quoi est-ce que ces penseurs-là, aujourd'hui, dans ces premières années du nouveau millénaire, face à ce capitalisme, peuvent redevenir, je dirais, des référents politiques, des référents économiques pour réorienter l'action des États, en tout cas, je dirais, en Europe occidentale? Je dirais plus encore, Marx était optimiste, c'est-à-dire qu'il pensait que le développement des forces productives ferait que finalement l'humanité arriverait à un stade de fraternité d'ailleurs. C'est pour ça que c'est un pseudo-chrétien, Marx. Il est vraiment comme beaucoup de socialistes. Hein, vraiment, le problème des socialistes, c'est qu'ils ont perdu le paradis que leur promettaient les chrétiens. Donc ils ont essayé de construire un paradis terrestre. À la chute du mur de Berlin, voilà, c'est ça que vous voulez dire. Ils ont essayé de construire un paradis terrestre et puis ils ne sont pas arrivés. Bon, mais Keynes encore plus que Marx, parce que Keynes ne croyait pas vraiment à l'abondance. Il pensait que les progrès techniques seraient tels qu'on pourrait imaginer une humanité qui travaille très peu et qui se consacre à ce que doit être l'existence humaine, c'est-à-dire les arts, l'amour et puis le travail choisi.
surtout le travail choisi à la Fourier, c'est-à-dire qu'il était absolument contre le travail servile, le travail qui nous a servi, le travail qu'on fait par force, que font 80% des gens. Donc ils peuvent nous aider, et en même temps ils ne nous aident pas, parce qu'il avait dit ça, Keynes, dans les années 30, vous vous rendez compte? Il écrivait ça dans les années 30, dans un essai merveilleux qui est paru peu après d'ailleurs, Malaise dans la culture, qui s'appelle Perspective pour mes petits-enfants. Il disait, la chance qu'ils auront, ils ne travailleront presque plus, et ils pourront se consacrer à ce qui fait le sel de la vie, c'est-à-dire les arts, l'amitié, dire du mal des amis, et puis avoir des amants et des choses comme ça, voilà. Et en fait, non, c'est pas ça qui se passe. Nous sommes au contraire entraînés dans une course à la productivité toujours plus phénoménale, avec un monde qui nous étouffe petit à petit. Nous sentons bien que ça se rétrécit, hein, bon. Donc voilà en quoi il pouvait nous aider. Il nous avait bien pensé aussi les intérêts de la dette. Il avait pensé que la dette nous tuerait un jour, que la dette était la chose la plus horrible qui pouvait arriver à des États, et qu'on ne pourrait jamais rembourser les dettes du fait des intérêts cumulés. Si vous regardez ce qui se passe en France, vous avez à peu près la moitié de la dette qui s'explique par des intérêts cumulés. Absolument. Par des intérêts. Donc il disait, ça c'est une horreur. Vraiment, le taux d'intérêt, pour lui, c'était l'abomination de la désolation. Il fallait euthanasier le rentier, disait la personne qui ne vit que du taux d'intérêt. Donc c'est en ça que leur message est d'une jeunesse extraordinaire. Mais jamais appliqué. Non, bien sûr que non, parce que nous sommes immatures, parce que nous avons peur de ça, parce que nous fuyons, parce que nous avons tellement peur de mourir que nous croyons que nous allons avoir la vie éternelle par les accroissements de productivité. C'est quoi l'accroissement de productivité? C'est grignoter des grains de temps, hein, dans nos activités. Donc c'est inventer des machines qui nous font gagner du temps, mais qui finalement nous en font perdre. Si vous regardez la vitesse moyenne d'une voiture, en tenant compte du temps que passe quelqu'un pour acheter le temps de travail pour acheter sa voiture, pour payer son assurance, pour payer son garage, etc., vous arrivez, c'est Illich qui avait calculé ça, à des moyennes de 5 ou 6 km à l'heure. On ne va pas tellement plus vite que du temps de Madame de Sévigné, hein, à ce moment-là, qui voyageait en calèche et qui avait le temps de bavarder et d'écrire, ce que nous n'avons plus. Donc de ce côté-là, c'est vrai que je ne dis pas qu'il faut être contre la technique et qu'il faut au contraire, il faut bien sûr profiter, mais il faut savoir oser et devenir, oser vivre, quoi, en quelque sorte. Ça c'est très difficile. J'avoue que c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. On préfère se laisser prendre par le tumulte, par le tourbillon du temps, du travail, et on préfère perdre sa vie à la gagner. Oui. Ça, on préfère ça. On préfère accumuler du capital, épargner en cette espérance d'immortalité. Weber le disait très très bien. Il disait, le capitaliste, c'est l'homme le plus riche du cimetière. C'est celui qui le capitalisme, ça a été inventé par les protestants, c'est celui qui dit, j'accumule pas pour moi, bien sûr, parce que moi je ne suis pas intéressé, j'accumule pour mes enfants. Donc j'arrive avec un immense héritage que je leur laisse au moment d'arriver au cimetière et d'être enterré dans la tombe, ce qui est faux. Il a accumulé pour lui toute sa vie, bien sûr, parce qu'il n'a pas voulu vivre, il a préféré épargner. Il a refusé de vivre. Vous avez écrit aussi sur la guerre 14, notamment sur deux grands écrivains, Maurice Genevoix et Ernst Jünger. Qu'est-ce que la littérature peut nous apprendre sur la guerre? Oh, beaucoup, infiniment. La littérature nous apprend sur tout. Elle nous apprend même sur l'économie. Je dois dire que pour comprendre l'aube du capitalisme, il vaut mieux lire Balzac et Zola que lire... je ne sais pas moi, Walras. C'est la thèse de Piketty, de son livre justement, Le Capital au XXIe siècle, où il commence en disant « mais Balzac avait raison ». Oui, la littérature nous apporte... Les écrivains sont des devins. Les écrivains sont des devins. C'est eux qui ont les grands écrivains ont la prescience de ce qui va se passer, où ils ont, la science de ce qui se passe et que nous ne voyons pas, de ce qui est en train de se passer chez nous, que nous ne percevons pas, nous humbles, et les écrivains et les poètes aussi, et les peintres aussi d'une certaine manière, mais je dis les artistes, mais surtout les écrivains qui sont des espèces de sociologues, les écrivains c'est des sociologues qui auraient un peu divinatoire, qui auraient un peu la magie de pouvoir deviner ce qui se passe vraiment dans une société. Et donc les écrivains de la guerre, ce qu'a écrit Jünger a écrit des très belles pages sur la guerre, et Genevoix aussi a écrit de très très belles pages sur la guerre. Ils ont fait la guerre l'un contre l'autre, ils se sont battus, ils ont été blessés pratiquement ensemble.
Ils ont été laissés pour morts l'un en face de l'autre. Et Genevois a combattu le régiment de Junger. Ce que disent ces deux écrivains, c'est, au fond, ils disent des choses qu'on n'aime pas entendre du tout. Ils disent « nous avons aimé faire la guerre ». Et pourtant, Dieu sait si. Après, ils sont devenus pacifistes. L'un parce que son fils est mort, Junger, pendant la Deuxième Guerre, il a été tué sur le front d'Italie. L'autre parce qu'il a vu tellement de ses camarades mourir que pour lui, la guerre, c'est l'abomination de la désolation. Il comparait la guerre à une maladie. C'est une sorte d'épidémie affreuse. C'est horrible. Hein, c'est mourir au champ de betteraves. Mais en même temps, ils n'ont pas été dupes de la guerre qu'ils ont faite. Et de cette guerre qu'ils ont faite longtemps, et de la fraternité qu'ils ont vécue dans les combats, ils ont vu leurs camarades mourir, etc. L'un a vraiment aimé faire la guerre, c'est Junger, et l'autre avoue que, parfois, eh bien, dans cette guerre, il a eu du plaisir à faire la guerre, et que la guerre est un moment exceptionnel pour les hommes. C'est-à-dire, c'est un moment, ce que disait Teilhard de Chardin, curieusement. Teilhard de Chardin dit « Qui n'a pas connu Douaumont n'a pas connu la liberté ». C'est horrible quand on entend cette phrase de la part d'un prêtre en plus, oui. et qui est d'un croyant, qui a failli perdre la foi à Douaumont, effectivement, mais qui a eu un sentiment de liberté extraordinaire. Et mieux vaut cette liberté-là, Monsieur Maris, il y a un siècle, plutôt que l'entente cordiale aujourd'hui entre Hollande et Merkel? Non, bien sûr qu'il faut l'entente cordiale avec Hollande et Merkel. Mais sur ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les hommes qui font la guerre, je pense à ce qui se passe en ce moment en Syrie, à ce qui se passe dans tous ces coins-là, ces hommes-là aiment faire la guerre, d'une certaine manière aussi. Bien sûr qu'ils se battent pour leur idéal, etc. Il ne faut pas oublier que ça, c'est toujours la pulsion de mort de Freud. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a cette part noire dans l'humanité qui fait que ces gens-là, je les vois, on les voit à la télé, ces djihadistes ou ces contre-combattants avec leur... il y a une sorte d'hystérie guerrière et une sorte de plaisir guerrier. Ne pas se voiler les yeux, les hommes ont aimé faire la guerre et aimeront toujours faire la guerre. C'est un peu le message de ces deux écrivains, même si l'un fait la guerre parce qu'il est patriote, il défend sa patrie qui est envahie, et l'autre, il a 19 ans, Junger, donc c'est un fou. Oui, quoi. oui. Il faut dire que franchement, et puis il est extrêmement douteux, Junger. Je ne veux pas défendre Junger, hein, qui a été l'un des lecteurs, qui a été l'un des hommes les plus lus par les nazis, qui a eu des contacts avec Goebbels, qui a voulu en faire un député, etc. Donc je sais qui est l'animal, si je puis dire. Hein, mais il écrit merveilleusement bien sur ce sentiment qu'il a ressenti et qui a été aussi ressenti par Genevois. Cette guerre de 14, qu'elle ait duré aussi longtemps, c'est une incompréhension totale si on ne la met pas en perspective avec le fait qu'il y a quand même quelque chose qui fait que les hommes se battent jusqu'au bout. Il y a un très beau tableau de Goya, oui. Je ne sais pas si vous le connaissez, où ça s'appelle ce sont deux hommes qui se battent dans des sables mouvants. Eh bien, je ne sais plus quel est le titre de ce tableau, mais il m'avait frappé, ça s'appelle la rixe, ou la bagarre, ou la bataille, etc. Ce sont deux hommes qui se battent à mort, alors qu'ils sont en train de s'enfoncer dans le sable. Mais ils préfèrent continuer de se battre, et l'un des deux ne s'arrêtera pas, ils préfèrent plutôt mourir ensemble en s'enfonçant dans le sable, que s'arrêter et l'un tirer l'autre du sable. Donc bien sûr qu'il y a millions de fois Merkel, Hollande... Oui, je comprends bien sûr. Bien sûr. Mais ne pas se leurrer. Nous ne sommes pas vraiment bons. Nous avons un côté altruiste et coopératif, paradoxal, mais nous avons aussi un côté noir. Un de vos derniers livres porte sur Michel Houellebecq. En quoi est-ce que Michel Houellebecq peut être, de manière littéraire, je dirais, une sentinelle de la société qui vient, d'anticiper notre avenir? Oui, Michel Houellebecq a écrit plusieurs romans qui sont des romans de la fin du capitalisme. Je pense à La possibilité d'une île, oui, qui est un roman où on voit une terre dévastée avec des éternels d'un certain côté, qui est une métaphore des très riches, finalement, qui auront accès à la vie éternelle, alors que la majorité de l'humanité a disparu ou vit comme des bêtes sauvages, ce qui nous pend au nez. Il a écrit un très beau roman qui s'appelle La carte et le territoire. Qui a eu le prix Goncourt. Qui a eu le prix Goncourt, qui est une métaphore de la destruction créatrice, c'est-à-dire le fait qu'on oblige les hommes à se renouveler sans cesse alors qu'ils n'ont pas vraiment envie de se renouveler et de bouger tout le temps.
on les oblige sans arrêt à bouger. Ce système est d'une cruauté terrible. Il y a une scène dans ce roman où il pleure parce qu'on a changé la forme de ses chaussures, on a changé sa parka, on a changé son ordinateur qui n'existe plus, donc il est obligé de renouveler son savoir sur ces choses-là, ou sa façon de vivre sur ces choses-là. Donc là, il parle de l'utile et de l'inutile dans ce livre-là, ce qui est une question très actuelle. Qui sont les parasites ? Qui sont les gens utiles? Qui sont les parasites? Moi, je réponds que tous ces gens de la communication, tous ces avocats d'affaires, tous ces gens de la publicité, tous ces gens qui sont là pour nous obliger à travailler, nous obliger à consommer, etc., ce sont les parasites modernes. Il y a une phrase d'Adam Smith que j'aime beaucoup. Il disait « Quand j'embauche un domestique, je m'appauvris. Quand j'embauche un ouvrier, je m'enrichis. » Là aussi, ça veut dire que tous les travaux n'ont pas la même valeur. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Certains travaux sont des travaux utiles. Pour Michel Houellebecq, c'est les artisans. Visiblement, c'est les plombiers, c'est les ingénieurs, c'est les gens qui font des poutrelles, des trucs. Et pour vous? Pour moi, c'est un peu ça, et pour moi, c'est les artistes. Pour moi, l'artiste, c'est une sentinelle. C'est-à-dire que vraiment, moi, je me battrais, je ne dirais pas ce que disent certains, que les caissières sont jalouses des intermittents des spectacles. Elles ne font pas le même travail. Les artistes sont pour moi des sentinelles, ce sont des vigies. Ce sont eux qui sont à la proue du bateau et qui voient arriver l'iceberg. Eux, ils le voient. L'artiste le voit, le pressent. Hein. Il y a un très beau tableau de Dali qui s'appelle « Prémonition de la guerre civile ». Mais rien que le titre est extraordinaire, non? Prémonition de la guerre civile. Bon. Donc les artistes, ils pressentent ce qui se passe. Ce sont des gens d'une utilité totale. Totale. Moi, je pense qu'il faut les chercheurs, les savants, les médecins, bien sûr, etc. Et puis, il y a des travaux qui sont peut-être pas parasitaires, mais disons la com, tous les gens qui se réunissent, qui font bosser les autres, la publicité, tout ça, c'est profondément inutile. C'est vraiment le talon de fer du marché qui s'exprime à travers la publicité. Merci beaucoup pour cet entretien, Bernard Maris. Merci à vous.